Chers étudiants et étudiantes, salam alaikum. Mohamed Haïssoun, doctorat d'État et sciences économiques, professeur universitaire. Suite à de nombreuses questions que j'ai reçues concernant la rédaction de vos projets de fin d'études, notamment les rapports de stage, bien entendu aussi les mémoires de fin d'études. Donc j'ai décidé de faire cette présentation pour essayer de répondre à l'essentiel de vos questions et que vous gardiez une trace écrite, une trace audiovisuelle sur les principaux conseils qu'on peut vous prodiguer concernant cette entreprise. Bien sûr, ce qu'on va dire dans le présent exposé est valable aussi bien pour les rapports de stage que pour les mémoires que vous êtes amenés à rédiger. Bien entendu, je vais mettre l'accent surtout sur les rapports de stage, donc davantage parce que tout d'abord le nombre des étudiants concernés, et pour le reste il faut dire que la plupart de ce qu'on va dire ici, la plupart des consignes qu'on va donner, des normes dont on va parler sont valables aussi bien pour le stage que pour le rapport de stage que pour la rédaction des mémoires de fin d'études. Donc la plupart de ce qu'on va dire, l'essentiel est vraiment transversal et s'applique aussi bien pour les rapports de stage que pour les mémoires. Mais comme on a dit, on va davantage mettre l'accent sur la rédaction du rapport de stage. De toute façon, vous savez que vous êtes tous amenés, en tout cas dans l'économie et la gestion, à bien sûr toutes filières confondues, à passer un stage, au moins un stage, la dernière année de votre cursus. L'idéal serait que vous passerez plusieurs stages. Le stage est toujours utile. Alors, il est utile parce qu'il vous apporte, il vous permet de vous familiariser avec le milieu professionnel. Il vous permet également de mettre en application vos connaissances et vos compétences acquises durant votre cursus universitaire. C'est la raison pour laquelle il est absolument utile de choisir, d'essayer de choisir le lieu dans lequel vous allez passer votre stage, la société ou l'administration ou l'organisation dans laquelle vous allez passer votre stage. Essayez de trouver un établissement d'accueil qui va avec votre spécialité et qui s'insère bien dans votre projet, dans votre projet professionnel, parce que bien entendu à votre niveau il est nécessaire d'avoir un projet professionnel et un projet de vie évidemment qui fait partie de votre projet de vie. Et donc il faut considérer que que le stage est une étape qui doit être suivie par d'autres, que ce soit pour les gens qui veulent donc poursuivre plutôt dans le domaine professionnel, ou même pour ceux qui veulent faire plutôt continuer leurs études doctorales. Dans tous les cas, cette ouverture vous permet une meilleure compréhension de la réalité et vous facilitera énormément donc d'intégrer toutes les notions, les théories, les connaissances qu'on vous donne au niveau donc de l'université. Alors pour ce qui est de l'encadrement du stage, l'idéal normalement, le stagiaire doit bénéficier d'un double encadrement. Tout d'abord un encadrement académique, c'est-à-dire par un professeur universitaire
émanant de l'université, de l'établissement universitaire dans lequel vous êtes. Et puis après, un encadrant professionnel qui est votre tuteur au sein de l'établissement d'accueil. Donc, généralement, c'est quelqu'un qui travaille dans l'entreprise, qui joue ce rôle de tuteur, entre guillemets, de mentor, plutôt de coach, qui est amené à répondre à vos questions, qui doit vous montrer qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, qui doit vous aider, qui va vous définir par exemple les tâches à faire, les missions à assumer, etc. Bien, donc il faut toujours essayer de bénéficier de ce double encadrement. Alors pour le rapport de stage, par exemple pour le niveau de la licence, de la dernière année en licence, il doit comporter en moyenne entre 30 et 40 pages, bien sûr hors annexe. On va revenir à cette question d'annexe. Il doit, avant d'être déposé, il doit être validé par votre encadrant académique, c'est-à-dire par votre professeur. Et bien sûr, il faut que vous fassiez en sorte à ce que il soit rédigé, soit présenté dans le deadline fixé par l'administration. Bien. Ne pas oublier aussi l'attestation de stage. C'est très important, l'attestation de stage. Il faut que vous la présentiez lors de la soutenance. Et je vous recommande, je vous conseille, ne l'oubliez pas s'il vous plaît, vous donnez à votre professeur, vous lui montrez bien sûr l'attestation originale, mais vous mettez dans votre rapport juste une photocopie parce que l'original vous devez la garder. C'est une attestation que probablement vous en aurez besoin donc plus tard lorsque vous serez appelé par des entreprises ou par d'autres organisations où vous allez passer des entretiens de recrutement, et donc il faut que vous prouviez que vous avez passé le stage. Donc l'attestation, l'original, vous le gardez. Une fiche d'évaluation sous pli fermé qui est complétée par votre encadrant professionnel. Dans cette fiche, il évalue aussi bien vos comportements que vos compétences de stagiaire, et il doit être mis sous pli fermé et donné à votre encadrant donc avant soutenance. Alors ici on va faire des remarques de fond et des remarques de forme, quoique ce n'est pas toujours facile de tracer une ligne de démarcation nette entre les deux, mais on va essayer donc de commencer par la forme et aussi le fond, quoique on va voir que les deux sont quelque part, on va trouver pas mal de liens entre les deux. Mais une remarque préliminaire très importante, c'est que le plagiat est interdit. Le plagiat est condamnable moralement et légalement. Copier-coller, c'est totalement inacceptable. Donc faites preuve, s'il vous plaît, d'innovation, de créativité, si vous trouvez quelque chose de bien qui doit être reproduit, vous citez l'auteur, soit sous forme de citation, soit vous reformulez l'idée, mais dans tous les cas de figure, vous n'avez pas le droit de faire copier-coller. Le plagiat est partout, au Sariqat al-Adabiyya, c'est interdit. Regardez par exemple, très rapidement là, par exemple en Allemagne, quatre ministres ont été condamnés, ont été en tout cas accusés de plagiat. Par exemple ici, ministère allemand de l'éducation démissionne. Pourquoi? Parce qu'elle a été accusée de plagiat. C'est cette dame
Annette Chavan. Alors vous avez également, ça a été fracassant, c'est le ministre allemand de la Défense, qui lui aussi, ce Karl Theodor Zugenberg, etc. Il a été forcé donc de démissionner et on lui avait retiré son doctorat pour cause de plagiat. Bien entendu, il n'a pas plagié son doctorat totalement à 100%, mais une bonne partie. Également, cette dame aussi, vous voyez, cette dame aussi a été accusée de plagiat. Je crois qu'elle a été relativement blanchie parce que ça poursuit et bien d'autres choses. J'ai entendu dire, je n'ai pas la preuve formelle, mais j'ai entendu dire qu'il y a une poursuite, des poursuites judiciaires à l'égard d'un enseignant universitaire à Marrakech et donc si jamais il est pour être condamné pour plagiat. Si c'est le cas, bien sûr, on va lui retirer son titre, déjà son titre de docteur, et évidemment, il va perdre aussi son emploi. En tout cas, le plagiat est interdit, on l'accepte pas. Et si quelqu'un le fait, vous comprenez bien que on est sévère là-dessus. Alors s'il vous plaît, ne jouez pas avec le feu. S'il y a une idée que vous trouvez qui est bien, vous la si c'est générique, vous la reformulez dans votre style. Si elle mérite, c'est particulier, c'est quelqu'un qui a dit, etc. et vous voulez vous appuyer sur cette personne, vous le citez tout simplement. Alors bien, on commence par le commencement, par la page de garde. Alors dans la page de garde, il y a, s'il vous plaît, un certain nombre de choses qu'on doit voir dans la page de garde. Parce qu'on voit parfois page de garde qui ne contient pas, par exemple, le logo de l'université et de l'établissement concerné. Ça, je trouve que c'est une faute. Il faut absolument qu'on voit le logo de l'université, bien sûr le nom, etc., et aussi de l'établissement. Ici, c'est la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Stats. Alors ensuite, la nature du document, c'est quoi? C'est un rapport, c'est un mémoire, c'est quoi? Et donc là, c'est un rapport de stage, d'accord? C'est un rapport de stage ici, et le lieu de stage aussi. Ici, c'est à la trésorerie provinciale de Stats et aussi son logo. Bien sûr, son logo qui a donc on le met ici avec une taille, acceptable, mais pas trop. Ce qu'il faut dire à propos de la page de garde, c'est qu'elle doit être sobre, comme ça, aérée. Donc on ne veut pas ce catalogue. Vous avez comme un catalogue commercial plein d'images, il y a des gens qui vous présentent un catalogue plein de photos, etc. et où souvent on ne trouve pas les références, certaines références qui sont indispensables. Alors ensuite, le thème de la problématique, le thème donc la problématique traitée au sein d'un stage, ce n'est pas un stage de première année, un stage descriptif où on va se limiter juste à décrire j'ai fait ceci, cela, mais il faut bien sûr traiter une problématique donnée, d'accord? Et cette problématique, on va trouver le titre ici. Donc il faut que vous montrez que vous êtes, à travers votre stage, vous mettez en application vos connaissances, les connaissances et les compétences que vous avez acquises durant votre cursus universitaire, et donc il faut qu'il y ait une dimension théorique de votre travail. Le nom bien sûr de l'étudiant. Ici je vais faire une petite parenthèse. Alors on commence par le prénom, ensuite le nom. J'ai fait ici exprès, j'ai pris Ali Kamel. J'ai pris ce nom. Pourquoi? Parce que les deux, on les utilise ici au Maroc comme prénom. Alors, comment distinguer le nom du prénom? Alors, comme vous voyez ici, le prénom
c'est en minuscule, à part la première lettre. Le nom doit être entièrement écrit en majuscule, s'il vous plaît. C'est une règle, une norme qu'on doit respecter lorsqu'on écrit dans les langues latines. Bien. Alors, donc, on met le nom, on met aussi l'encadrant pédagogique et on peut ajouter l'encadrant professionnel. On peut l'ajouter ici, après l'encadrant académique, pas avant. On commence par l'encadrant académique et on fait par la suite, je préfère académique, même si on a fait ici pédagogique, je préfère académique. Et après l'encadrant professionnel. N'oubliez pas la période de stage, donc à partir de quelle date jusqu'à quelle date, et enfin l'année universitaire en bas carrément, l'année universitaire 2020, etc. Bien. Alors ceci dit pour la page de garde. Maintenant la structure. Quelle est la structure qu'on va mettre ici? Je vous propose un plan type. Une structure type du rapport de stage ou si vous voulez du mémoire. Donc quelques différences près, mais pour le reste l'essentiel est valable dans les deux cas. Donc ici je vous propose un Canva. Alors on va parler de la page de garde, dédicaces et remerciements. On voit bien qu'on les a mises ici en petit caractère parce que ce n'est pas toujours indispensable. Liste des abréviations, importante dans beaucoup de cas. Le glossaire, aussi dans certains cas, surtout dans les thèses de doctorat. Un sommaire, une table de matière à la fin, un sommaire ici. Ça dépend du nombre de pages. Si le nombre de pages n'est pas important, on peut se limiter à une table de matière. Introduction générale, les développements, le corps même de votre travail, c'est ça. Et puis une conclusion générale, on peut mettre ici les annexes. Et puis une table des figures, une liste des tableaux. La bibliographie, très importante, la bibliographie. Et puis après la table des matières. Alors commençons on va dire 2 mots sur chaque chose. La page de garde, on en a parlé. Les dédicaces, c'est très facultatif. Bon, on dédicace le rapport en question ou le mémoire à quelqu'un qui nous est cher. Ça peut être des parents, un mari, une épouse, des enfants, tout ce que vous voulez. En tout cas, un être. Ensuite, les remerciements. Les remerciements, là aussi, c'est facultatif, mais ce qu'on constate que les remerciements sont entrés dans les usages et on ne trouve pratiquement pas de thèse ou de mémoire ou de rapport où il n'y a pas de remerciements. Alors, généralement, on remercie toutes les personnes qui ont aidé de près ou de loin à la confection de cet ouvrage, rapport ou mémoire. Une remarque, s'il vous plaît, si parfois on remercie les gens de l'entreprise, de l'établissement d'accueil, et on oublie, on omit de faire la même chose pour l'université, le corps universitaire, les enseignants, etc. Je trouve que ce n'est pas très poli. En tout cas, si quelqu'un mérite des remerciements, je crois que il faut commencer par les enseignants qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes, qui vous donnent le meilleur d'eux-mêmes. En tout cas, c'est à vous d'en décider. Ensuite, une liste des abréviations. C'est quoi cette liste des abréviations? C'est pas n'importe quelle abréviation. Ce sont les sigles que vous utilisez dans votre travail, dans votre rapport. Alors là, vous avez un certain nombre de sigles techniques relatives à votre domaine d'investigation. Et là, vous les mettez donc dans cette liste. Bien sûr, vous mettez comme l'exemple qu'on a ici. Alors, BFR, c'est besoin en fond de roulement, sans aucune explication, sans aucune définition.
ici, au niveau de la liste des abréviations, c'est juste qu'est-ce que ça signifie. On va mettre TPE, très petite entreprise. D'accord? On va mettre, je ne sais pas moi, OCDE, c'est l'organisation pour la coopération et le développement économique, etc. Sans aucune explication. Où est-ce qu'on va mettre les explications? C'est justement dans le glossaire. Dans le glossaire ici, c'est un petit lexique. Petit lexique, là aussi, on va pas y mettre n'importe quoi, c'est pas un fourre-tout. On va mettre dans le glossaire, si nécessaire, là aussi ce n'est pas obligatoire. On va ici mettre un certain nombre de mots techniques, de concepts techniques qu'on a utilisés, et on va faire pour chacun de ces concepts une petite définition. Un petit lexique, donc comme ça, de tous les termes techniques qu'on a utilisés. Alors on peut le placer ici au début, comme on peut le placer vers la fin, avant la bibliographie, plutôt la table des matières, comme ça. Et donc chaque terme présente chaque terme présent dans le glossaire doit être signalé lors de son emploi dans le rapport par un astérix, donc ce petit étoile qu'on met en haut, comme quoi c'est une manière d'avertir le lecteur comme quoi il y a une définition de ce terme dans le glossaire. Là aussi, ce n'est pas obligatoire, c'est plutôt facultatif, ça c'est un plus que vous mettez dans votre rapport. Par contre, pour les thèses de doctorat, et c'est très très souhaitable de le mettre. Alors, le sommaire, remarquez bien qu'on a fait ici le sommaire et qu'on a fait ici table des matières. Alors, quelle est la différence entre les deux? Bon, on peut dire tout simplement, si on veut caricaturiser un peu la chose, on va dire que le sommaire, c'est plutôt un résumé de la table des matières. C'est grosso modo, si vous voulez, l'ossature générale du rapport. C'est une table de matières résumée. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on va trouver ici? On va trouver une liste synthétique des grandes divisions du rapport ou du mémoire. Par exemple, on va mettre juste les grandes parties et les chapitres. Et là, on le fait généralement sur une page. Pour les doctorats, pour les thèses de doctorat, bon, on peut aller jusqu'à 2 pages, mais pas plus que ça. Regardez, par exemple, ici, voilà, c'est un sommaire d'un travail qui a été fait, voilà, avec bien sûr les pages, mais là, c'est juste les parties, etc. Et après, on va trouver la table des matières où il y a bien sûr là le détail. Alors l'introduction générale, il faut la nommer introduction générale. Je suis adepte de cette école qui veut qu'on n'écrit pas uniquement introduction, mais carrément introduction générale. Bien. Introduction générale. Après introduction générale, on peut mettre une petite accroche. Généralement, c'est une citation qui peut être même tirée d'une œuvre littéraire. Je ne sais pas moi, par exemple, d'une scène de théâtre ou les dires de quelqu'un, etc. Bon, une phrase attirante dont l'esprit représente ce qu'on est en train de faire. Donc, bien. Ensuite, mais là aussi c'est facultatif. Et puis après, qu'est-ce qu'on va mettre dans cette introduction générale? Système mémoire, on va présenter la problématique, etc. Mais dans le rapport de stage, il faut faire une présentation succincte, très brève. De quoi? Du stage, de l'entreprise, du secteur, très brièvement, des missions, etc. Et surtout de la problématique qu'on va traiter ou qu'on a traité dans le stage. Et puis, à la fin de cette introduction, on annonce le plan du rapport de stage. On annonce qu'on va développer dans le corps du rapport
Et donc, on va dire, voilà, je vais parler de ceci, cela, entre parenthèses, c'est la première partie, et de ceci, cela, la deuxième partie, ainsi de suite. Ou bien, si c'est juste des chapitres, on va présenter donc ce qu'on va faire. Ensuite, on arrive au développement, et là, c'est le corps même du rapport ou du mémoire. Et là, il y a un certain nombre de points à traiter. Alors, les principaux points, et après, c'est à vous de voir comment on va présenter ça sous forme de parties, chapitres, sections, paragraphes, comme vous voulez, grand 1, petit 1. Donc, c'est à vous d'innover à ce niveau et de faire preuve de créativité pour présenter quelque chose de cohérent, et d'aboutissant. Alors l'environnement, il faut présenter l'environnement économique du stage, le secteur d'activité, la problématique qu'on a développée, essayer de montrer que c'est une problématique pertinente, bien sûr pas trop générique, pas verser dans des problématiques trop génériques, etc. Pas trop complexes non plus, surtout pour les rapports de stage de la licence. Ensuite, il faut présenter l'établissement d'accueil où vous avez passé votre stage. Par exemple, l'historique de l'entreprise, son organigramme, le cadre dans lequel vous avez passé le stage. Et surtout, les travaux que vous avez effectués, les missions, le poste que vous avez occupé, les outils qu'on a mis à votre disposition, les logiciels avec lesquels vous avez travaillé, les tâches que vous avez assumées. Là, c'est l'essence même de votre rapport de stage. Et puis après, vous parlez aussi des apports de ce stage. Qu'est-ce que vous avez apporté à l'entreprise? Qu'est-ce que ce stage vous a apporté, vous? Ça, donc, tout ça. Alors, ici, une petite précision, c'est que la partie présentant vos missions et le bilan de votre stage doit être supérieur en volume, c'est-à-dire en pages, à celle présentant l'établissement d'accueil, son histoire, son secteur d'activité, etc. Une autre remarque très importante, je la souligne en rouge. J'allais écrire, tout ça, j'allais le colorer en rouge. Chaque partie, s'il vous plaît, chaque chapitre, chaque section doit commencer par une introduction et s'achever par une conclusion. Chaque partie doit débuter par une introduction. Et vous mettez introduction de la première partie. Et quand vous terminez la partie, conclusion de la première partie. Pour les chapitres, la même chose. Et donc, par exemple, lorsqu'on arrivera à la fin de la partie, il faut qu'on trouve. Par exemple, j'ai fait une première partie dans laquelle j'ai fait 3 chapitres. Chaque chapitre, je dois mettre introduction au chapitre 1, conclusion au chapitre. Introduction au chapitre 2, conclusion du chapitre 2. Chapitre 3, conclusion du chapitre 3. Et après la conclusion, c'est de la page, ou les 2 pages de la conclusion du chapitre 3, on doit trouver la conclusion de la partie, qu'on va nommer conclusion de la partie 1. Et juste après, on va trouver une feuille dans laquelle on va mettre le titre de la deuxième partie. Et juste après, on va trouver introduction de la deuxième partie dans laquelle on introduit, on dit voilà ce que je vais traiter dans cette deuxième partie et on annonce le plan. Je vais traiter ceci, cela, etc. sous forme de chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Ou 2 ou 4 ou je ne sais quoi. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas que ça se coupe. Il ne faut pas qu'on trouve donc partie 1, un titre. Et puis juste après, chapitre 1, un titre. Et puis après, grand 1, un titre. Le lecteur ne sait pas ce que vous voulez faire dans cette partie, ne comprend pas où vous allez. Il faut toujours supposer qu'il y a un lecteur qui est en train de lire et
et qui n'a pas encore bien saisi votre problématique et que vous devez le prendre par la main doucement pour arriver à un point donné. Donc il faut travailler avec objectif. Bien, on arrive à la conclusion générale. La conclusion générale qu'on doit nommer conclusion générale. Cette conclusion générale, c'est une sorte d'évaluation générale du stage effectué et dans laquelle on doit traiter les points suivants. Les conditions de travail, donc vous donnez un avis sur le poste que vous avez occupé, les missions que vous avez entreprises dans l'entreprise, etc., etc. Les difficultés, les contraintes que vous avez rencontrées, les apports de stage, qu'est-ce que ce stage vous a apporté sur le plan personnel et sur le plan professionnel, quelles sont les connaissances techniques acquises et les connaissances que vous aviez et que vous avez pu mettre en œuvre. Vous mettez en exergue tout ça et surtout aussi vous répondez à la problématique que en principe vous avez déjà posée en introduction. Et puis après, il faut terminer sur une note positive dans laquelle vous parlez de vos perspectives personnelles. Donc il est toujours... c'est une bonne chose de terminer positivement, même si parfois on n'est pas content de son stage, etc. Mais il y a toujours ça apporte quelque chose. Alors, enfin, si on a des documents qui ne trouvent pas leur place vraiment dans le corps du rapport, alors on les met ici dans les annexes. Dans les annexes, donc, ce sont des documents qui permettent de mieux illustrer les missions réalisées et les tâches accomplies pendant le stage. Ce sont des documents qui permettent de mieux éclaircir le lecteur, mais qu'on ne peut pas mettre dans le corps du texte ou du rapport ou du mémoire. Il peut s'agir de tableaux, de schémas, de photos, par exemple, de formulaires utilisés dans l'établissement d'accueil, dans le service où vous étiez. Attention, ici je parle de formulaires vierges. Et dans tous les cas, ne mettez pas de documents dans les annexes sans avoir l'aval de votre encadrant professionnel. Ne mettez pas dans les annexes des documents qui sont confidentiels. Les gens de l'entreprise vous ont fait confiance, ils vous ont permis de travailler sur leur PC, vous avez sous les yeux certains documents, donc ne dérobez pas comme ça une facture que vous photocopiez à l'arraché et que vous mettez dans votre rapport. Ne mettez pas des informations qui sont confidentielles à l'entreprise parce que là, l'entreprise a le droit, si jamais elle tombe sur votre rapport avec des documents confidentiels, elle a parfaitement le droit de vous poursuivre en justice. Alors donc, tâchez bien de savoir ce que vous allez mettre dans les annexes. Dans les annexes, souvent, sont des documents vierges qu'on met, des formulaires, etc. Ou bien si on a travaillé sur un logiciel, on peut mettre le tableau, l'écran. On peut toujours l'imprimer, etc. Mais des choses qui n'apportent pas préjudice à l'établissement d'accueil. Alors enfin, on peut aussi ajouter, ça c'est valable surtout pour les thèses, où il y a beaucoup de figures, beaucoup de tableaux. Alors là, on va mettre une table des figures. On peut aussi mettre toute une liste des tableaux. Si on a utilisé beaucoup de tableaux, ça permet de mieux guider le lecteur. Et donc, ça permet aussi de mieux finaliser le travail. Hein. Et donc, on va mettre les listes avec les titres. Et si une remarque très importante, il n'est pas acceptable que vous mettez un tableau, ou bien un schéma, ou une figure, sans mettre de titre à ce schéma, ou à ce tableau, ou à cette figure. Un tableau doit porter un titre.
obligatoirement. Une autre remarque, s'il vous plaît, c'est que il faut que pour vos tableaux, vos figures, il ne faut pas qu'ils soient divisés sur 2 pages. Il faut qu'ils soient dans une seule page. Word le permet. Alors bon, j'ai oublié d'ouvrir Word pour vous montrer ça. En tout cas, un tableau ne doit pas se chevaucher sur deux pages. Donc, si j'ai ici, par exemple, je vais faire insérer un tableau, n'importe quoi. Bon, je vais insérer ici un tableau, n'est-ce pas? Voilà mon tableau, par exemple. Alors, si je veux que ce tableau reste unifié, qu'est-ce que je fais? Je le sélectionne. Je vous montre très rapidement. Mais vous pouvez toujours référer à des tutos ou à des documents sur Word. Alors, je sélectionne d'abord le tableau ou le schéma ou le texte en question. C'est valable pour tout. Alors, je vais à paragraphe. Oubliez cette partie. On va là. Dans enchaînement. Et là, il faut crocher paragraphe solidaire et les lignes sont solidaires. Et vous mettez OK. Alors, remarquez quand, par exemple, si jamais... je vais réduire... Ici, je vais zoomer pour que vous voyez la page. Alors, je vais, par exemple, écrire n'importe quoi. Remarquez, c'est 40%. Lorsque le tableau arrive à un point en bas de la page, il va passer à l'autre... Vous voyez, il a passé à l'autre page entièrement. Donc, il va rester toujours solidaire, il va rester toujours unifié. Bien. Donc, cette remarque faite, je reviens à mon... Et donc, on va faire une liste des tableaux et des... une liste des tableaux et des figures. On arrive à notre point central dans les travaux de recherche, c'est la bibliographie, bon, éventuellement aussi la webographie. Alors, pour la webographie, pour ne pas l'oublier, quand il faut, dans la bibliographie, dans la webographie également, alors il n'est pas acceptable de mettre certaines choses génériques. Par exemple, on va trouver webographie et on va trouver google.fr ou google.com ou google.ma. Google, c'est pas une référence, c'est un moteur de recherche. Ne mettez pas également le site. Par exemple, on trouve beaucoup de recherches sur, par exemple, des mémoires sur des choses qui touchent à la fiscalité. On va trouver le site de la direction de la douane. C'est un site, ce n'est pas une référence. Une référence, c'est quoi? C'est une page précise, un article précis. Vous allez sur le lien hypertexte, l'adresse de cet article ou de ce document, et vous le sélectionnez, vous le copiez, vous mettez le lien hypertexte entièrement, l'adresse entière. Et surtout, je le souligne s'il vous plaît par 2 lignes rouges, et surtout mettez consultez-le. Certains mettent visitez-le, je préfère consulter-le et vous mettez la date. Pourquoi? Parce qu'il se peut très bien que vous trouvez un article, par exemple, dans le site de l'administration, par exemple, des impôts, et puis après vous le citez, et après il enlève ce document, ou bien le change, ou je préfère que vous mettiez, que vous dites consultez-le, parce que ce n'est pas comme le papier. Le papier, quand un livre est édité, un journal est édité, ça y est, il n'est plus question de faire marche arrière ou de changer quoi que ce soit. C'est pas comme les sites. Donc, quand on met une référence webographique, il faut mettre le lien hypertexte entier et il faut mettre consulter-le. Bien, je ferme cette parenthèse, je l'ai dit pour ne pas l'oublier, parce que je ne l'ai pas mis ici, j'ai oublié de la préciser dans cet exposé. En tout cas, la webographie doit être rédigée selon les normes académiques conventionnelles connues. Alors, s'il s'agit d'un livre,
Ne mettez pas, s'il vous plaît, le nom et le titre du livre. C'est pas une référence. Il faut mettre toute la référence. Et dans la bibliographie, on met pas n'importe quoi. On met vraiment les livres, les articles, les documents auxquels on s'est référé. Si on s'est référé, par exemple, à un document de l'entreprise, eh ben, on doit dire que c'est un document de l'entreprise tel et tel inédit. C'est-à-dire qu'il n'a pas été publié. Mais si c'est un livre qui est publié, alors là, il faut mettre le nom de l'auteur, bien sûr en majuscule, suivi pour une fois par le prénom en minuscule à part la première lettre, sinon juste de ses initiales, GP ou je ne sais pas moi, JJ comme Jean-Jacques, etc. Le titre en italique, le lieu de la publication, suivi de l'éditeur, la ligne de la publication, la collection, si éventuellement il fait partie d'une collection, et on peut ajouter le nombre de pages, ce n'est pas indispensable. Moi, je ne suis pas adepte de cette méthode, mais il y a des gens qui le font. Alors, exemple, voilà, par exemple, je me réfère à ce livre. L'auteur, c'est Vincent Gaston. L'écrit haut la main, c'est une collection des éditions d'organisation Erol, les guides complices de l'étudiant. Donc, je me réfère à ce livre. Voilà ce que je vais mettre comme référence. Je mets le nom de l'auteur, vous voyez bien, majuscule. L'écrit haut la main, c'est le titre qu'on a ici, virgule. La ville, édition d'organisation, etc., l'année, et puis après la collection. Maintenant, si c'est un renvoi, si c'est une citation tirée d'un livre, donc au milieu de texte, vous êtes en train de rédiger et vous avez pris une citation quelque part. Alors là, il faut faire un renvoi. Je préfère le renvoi bas de page. Il y a aussi des gens qui le font en fin de chapitre. Je ne suis pas adepte de cette école. Je préfère que le renvoi soit en bas de page. C'est d'ailleurs le plus utilisé. C'est plus pratique. Parce que si c'est à la fin du chapitre, à chaque fois, si vous voulez vérifier, il faut tourner plusieurs pages, chercher où est-ce qu'on va trouver cette page où il y a les renvois, etc. C'est un casse-tête. Non, on fait les renvois en bas de page. Ces renvois relatent les références du document en question. Par exemple, on a une citation, donc on va mettre le numéro de la citation, ou bien juste Astérix 1, Astérix 2, etc. Alors Word permet de le faire automatiquement. Et donc on va mettre le nom de l'auteur suivi du nom, le titre, le lieu, etc., etc., tout ça. Remarquez par exemple ici dans ce livre, voilà, à la page 130 de ce livre, l'auteur a écrit là une idée. Vous voyez bien que ce n'est pas une citation puisqu'il n'a pas fait les guillemets, mais elle a pris l'idée de ce livre. Ces deux auteurs ont rédigé un livre publié dans les éditions des presses universitaires du Québec, PUC. Et donc, l'une des méthodes les plus répandues est la méthode auteur-date. Et donc, il vous dit, voilà les gens qui ont dit ça, qui l'ont montré, qui l'ont développé. Et donc, voilà une citation de bas de page. Alors, dans Word, on le fait automatiquement. Et l'intérêt de le faire, pas manuellement, mais de manière automatique, c'est, je reviens aussi donc à mon document Word. Donc, par exemple, ici, j'écris, je ne sais pas moi, bon, je vais mettre... ou bien ici, par exemple, là, je veux cette idée-là, c'est bon, quelqu'un qui a dit ça, c'est une citation. On va mettre les guillemets au début, les guillemets à la fin, et on va insérer, j'ai l'habitude de le faire automatiquement, comment? Par CTRL-ALT-B. Mais si on veut le faire comme ça, on peut toujours, voilà, dans les références, on va à notre bas de page
Et donc là, je vais écrire les références de l'auteur. Et d'ailleurs ici, on me rappelle, ici, regardez, alors on me dit ici que vous pouvez le mettre par un raccourci qui est Alt CTRL B. Donc c'est plus rapide, c'est plus... L'intérêt de le faire de manière automatique par Word, c'est que à chaque fois que on passe à... Ça a été dans la première page, regardez comment ça va passer à la deuxième page. Donc je vais mettre ici tout ce que vous voulez. On ajoute certaines choses. Quand cette idée passe à la deuxième page, la note aussi va passer à la deuxième page. C'est ça l'intérêt de travailler et il faut utiliser toutes les capacités que vous donne Word. Parce que malheureusement, ce que je constate, c'est que beaucoup d'étudiants ne maîtrisent mal Word, même s'ils croient souvent qu'ils maîtrisent. Ils présentent énormément de choses qu'on peut faire de manière automatique, malheureusement. Je vois des étudiants qui passent beaucoup de temps alors que il y a déjà des solutions techniques qui permettent de faire rapidement les choses. Voilà. Alors j'ai déjà parlé de ça. Maintenant, je veux parler de la méthode dite moderne de la bibliographie. Alors s'il s'agit d'un livre, qu'est-ce qu'on fait? On met le nom de l'auteur entre parenthèses, suivi bien sûr généralement du sigle de la première lettre de son prénom et de l'année de l'édition de l'ouvrage. Donc juste entre parenthèses, sans faire de notes de bas de page. Les références, alors où est-ce qu'on va trouver les références? On doit les trouver obligatoirement dans la bibliographie. Parce que là aussi malheureusement on constate que certains étudiants prennent ça quelque part, mettent entre parenthèses, et quand on va vérifier dans la bibliographie, on ne trouve rien. Par exemple, je lis par exemple, bon, regardez, ça c'est une thèse qui a été soutenue à l'ISCAE, bien, alors, par un certain Saïd Moussafid, bon, peu importe, l'essentiel c'est que, par exemple, dans le texte, je trouve ici une citation. Voilà la méthode moderne, c'est ça. Donc, il cite un certain Zahaf 2015. Donc, ce monsieur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en se basant sur les outils de la GPEC, la priorité est donnée aux postes qui exercent une influence déterminante sur les objectifs stratégiques ou les activités opérationnelles vitales de l'organisation. Et c'est cet auteur qui l'a dit en 2015. Où? Alors, comment je vais vérifier? Alors, quand je vais à la bibliographie de cette thèse, voilà ce que je trouve. Je trouve ici cette référence, Zahaf, c'est pas moi, Abdelali, etc., 2015. Et là, je trouve toute la référence. C'est un article. Et ici, on va y revenir. C'est un séminaire, etc. D'accord? Bien. Alors, ici, une petite remarque aussi, pour ne pas l'oublier. Quand on fait, par exemple, on a un auteur ici qui a été cité 2 fois. Alors, dans la parenthèse, on va mettre, par exemple, ici, Zach, MH, ou bien Zach, 1999A, et dans une autre citation quelque part, on va mettre B. C'est pour dire qu'on a 2 références de cet auteur. Si on a 3, on va mettre A, B, C, D, etc. Alors, bien. Bien. Donc, s'il s'agit d'un article, alors s'il s'agit d'un article, il faut mettre le nom, le titre de l'article, le titre de la périodique en italique, la périodique qui est en italique, le numéro du volume, la date de publication, le numéro du fascicule, les pages de début jusqu'à la fin, c'est-à-dire la page de début tirée page de fin. Ou encore l'auteur, l'année, le titre, et on va mettre normalement on doit la mettre, pardon, j'ai fait une petite erreur ici, on va pas la faire ici, pardon, bon, on va corriger ça plus tard, en tout cas, et on va faire dans la revue, le titre, et on va mettre la revue, comme ce que vous voyez ici. Alors ici, voilà, l'auteur, le titre, pardon, c'est ici.
Donc, voilà, c'est une thèse, avec, comme vous voyez ici, une co-tutelle, donc une thèse en co-tutelle. Vous voyez bien ici deux universités, Mohamed V et l'université d'Auvergne, de notre ami Abdelbari Khamlichi. Alors, à l'intérieur, lorsqu'on va voir, par exemple, sa bibliographie, donc on va trouver l'auteur, et on va trouver le titre, et on va trouver la finance, etc. Et ça commence à la page 33, ça termine à la page 85. La même chose pour le reste. La table des matières, très importante, il faut qu'il soit bien détaillé, de manière à ce que le lecteur puisse facilement repérer le plan du mémoire ou du rapport de la thèse et ses différentes composantes. Il doit être bien détaillé, généralement sur plusieurs pages. Ça dépend bien sûr de la taille du rapport du mémoire ou de la thèse. Donc c'est bon. Alors ici, là aussi un petit mot pour Word, là aussi permet de faire automatiquement les tables de matière. Alors pour ça il faut annuler, pardon. Pour ça il faut maîtriser. Alors deux choses, il faut utiliser les styles ici, surtout des titres, style des titres qu'on a ici, parce que c'est ça qui permet à Word de savoir que c'est le titre 1 ou 2 ou 3, n'est-ce pas? C'est-à-dire, et ces titres, on peut les renommer, on va mettre nos titres de chapitre, et là, je vais refaire la mise en page, je vais créer moi-même mes titres de section, titres de paragraphe, titres de chapitre, titres de partie, on va les utiliser. Et bien sûr, on va aller dans les références et on va trouver ici table des matières. Et là, on va créer notre table des matières de manière automatique. Voilà. Vous voyez bien qu'il nous donne donc plusieurs manières de la présenter. Et à chaque fois qu'on ajoute quelque chose, il suffit de faire des mises à jour qui durent une fraction de seconde et vous avez votre mise à jour. Je crois que j'ai dit l'essentiel des questions que j'ai trouvées. Donc, je vous souhaite bonne soutenance, bonne réussite et merci pour votre attention. Salam alaikum.